Bonjour Marjolaine, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Bonjour Thibaut, donc je suis Marjolaine Hamelin, je suis assistante ingénieure à INRAE depuis 11 ans et en fait je suis éditrice de la revue Agronomy for Sustainable Development qui appartient à l'Institut et qui est diffusée par la maison d'édition Springer Nature qui fait partie de la dizaine de revues qui appartiennent à l'Institut. Très bien, et c'est une revue qui recouvre quelle thématique? Donc c'est une revue qui est à l'interface entre l'agronomie et les autres sciences, donc agronomie, sciences sociales, agronomie, écologie, agroécologie. Donc c'est vraiment des articles pluridisciplinaires. D'accord. Voilà, des articles de recherche, des articles de synthèse et aussi des méta-analyses. Très bien. Voilà. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne en interne, les journaux, moi je soumets des articles qui sont acceptés ou refusés. Et donc, c'est quoi ton rôle en interne? C'est quoi que tu fais au jour le jour? Alors, donc déjà la revue, c'est une revue internationale. Enfin, c'est pas une revue qui a vocation à publier les articles de l'Institut, c'est vraiment une revue dans laquelle publient des chercheurs du monde entier. Il se trouve que historiquement, elle appartient à l'Institut. Elle a été créée dans les années 80. Au départ, elle était en français. Elle s'appelait Agronomie IE. Et donc, elle ne publiait effectivement que les articles des chercheurs de l'Institut. Et progressivement, elle s'est ouverte à l'international. Elle est passée 100% en anglais. Et elle a aussi intégré dans son bureau éditorial des chercheurs du monde entier. D'accord. Donc mon rôle à moi, c'est un petit peu comme, on va dire, un chef d'orchestre qui va faire intervenir les différents pupitres d'instruments pour aller de la soumission d'un article jusqu'à sa publication dans la revue. D'accord. Donc des articles, j'en reçois actuellement, je pense cette année ça sera 600 par an. D'accord. Une partie de ces articles ne fait pas partie des thématiques de la revue, présente des problèmes généraux de qualité, voilà, à pas le niveau de qualité qu'on attend pour la revue. Et donc ces articles-là, je vais moi-même directement les rejeter, inviter les auteurs à soumettre à une autre revue quand c'est pas dans la thématique, ou bien voilà, leur dire que simplement qu'on rejette leur article parce qu'il n'a pas la qualité attendue. Et pour l'autre partie des articles, en fait, je vais après évidemment avoir passé en revue la lettre d'accompagnement, l'abstract, les figures et puis l'ensemble de l'article. Et m'être rendu compte que ça faisait partie des thématiques couvertes par la revue. Je vais interpeller mes 3 éditeurs en chef, qui sont 3 chercheurs INRAE, 2 directeurs de recherche et un chargé de recherche, qui sont géographiquement dispersés. Moi, je suis toute seule ici à Narbonne, mais donc j'ai un éditeur en chef à Avignon, un éditeur en chef à Grignon et une autre à Reims. D'accord. Voilà. Et donc ces 3 éditeurs en chef, je vais les interpeller en leur disant voilà, on a reçu cet article qui me paraît dans le scope, il a tel ou tel défaut, qu'est-ce que vous en pensez? Et eux, ils vont apporter leur expertise de chercheurs sur cet article et analyser plutôt la méthodologie utilisée ou avoir un regard critique sur est-ce que cette approche est nouvelle, est-ce que ça présente de l'intérêt. Et s'ils jugent que l'article est intéressant, à ce moment-là, ils vont me le confier à nouveau et moi, je vais organiser son évaluation. D'accord. Quand tu interpelles ces 3 éditeurs en chef, tu interpelles les 3 ou tu en interpelles un en fonction de sa spécialité qui recouvre celle de l'article? Alors en fait, mes 3 éditeurs en chef, ils fonctionnent en binôme sur les articles. Parce qu'en fait, ils sont chacun spécialistes dans des domaines différents et ils aiment en fait prendre les décisions en binôme. D'accord. Donc en fonction de la thématique de l'article, je vais choisir les 2 qui sont le plus susceptibles d'être experts sur cet article. Voilà, mais ça peut être aussi en fonction de leur charge de travail, voilà, parce que pour pas interpeller toujours les mêmes. Mais ils sont toujours 2 à prendre les décisions sur les articles. Donc après, s'ils le trouvent intéressant, ils te le renvoient et là tu vas le renvoyer à des reviewers, c'est ça? Voilà. Alors, pas tout de suite, c'est-à-dire que moi je vais solliciter ce qu'on appelle des éditeurs associés. D'accord. Les éditeurs associés, on en a 30 dans ma revue, qui sont pareils, experts dans différentes thématiques, mais là,
vraiment pour essayer de couvrir tout le domaine thématique de la revue. Et voilà, il y a des gens qui travaillent plus sur les modèles, il y a des économistes, il y a des écologues, voilà, c'est très varié. Et donc, en fonction de la thématique de l'article, je vais choisir à quel éditeur associé je vais confier cet article. D'accord. Et le travail de cet éditeur associé, ça sera à son tour de solliciter deux spécialistes, deux chercheurs, qu'on appelle les reviewers, relecteurs, qui vont, eux, vraiment analyser de façon très fine le contenu de l'article, la méthodologie, les résultats, voilà, est-ce que le titre correspond bien à ce qui est ce qui est annoncé dans le titre correspond bien à ce qui a été fait et aux résultats obtenus, voilà, est-ce que la méthodologie elle paraît claire et cohérente, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qu'ils vont vérifier au sein de ces articles et ils vont rédiger un rapport. Oui. Ce rapport-là, ils vont l'envoyer à l'éditeur associé. L'éditeur associé, sur la base de au moins 2 rapports, va rédiger une décision. La décision, ça peut être soit de demander des révisions sur l'article, donc des révisions majeures, des révisions mineures, soit de rejeter l'article. Ça n'arrive jamais qu'on accepte tout de suite un article sans aucune modification. Voilà. Il y a toujours des petites corrections à faire. Je connais quelqu'un qui voilà. s'est arrivé une fois dans sa carrière, elle a encadré dans son bureau où le reviewer a dit l'article est publiable tel que. D'accord. Voilà. Mais c'est une personne. Après, ça peut arriver dans des revues qu'on appelle des revues prédatrices, qui oui, voilà, ne font pas vraiment du peer review, ne font pas vraiment de travail sérieux d'évaluation et ça pose de gros problèmes. Et qui publient des articles sur des trottinettes récemment. Par exemple. Voilà, on a entendu parler. Voilà. D'accord. Voilà, donc en fait, ces reviewers donc, vont écrire leur rapport, l'éditeur associé va prendre sa décision et va me la renvoyer. D'accord. Moi, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais déjà vérifier que les reviewers ont effectivement écrit des vrais rapports. Parce qu'il arrive, alors déjà que les éditeurs associés n'aient pas beaucoup de temps et ne fassent pas beaucoup de commentaires dans leurs décisions, lisent un peu rapidement les rapports des reviewers, décident de suivre un ou deux avis. Et en fait, on se retrouve au final avec des rapports de reviewers qui font 2 lignes et qui ne sont pas vraiment sérieux. Voilà. Donc, là, j'ai une question assez précise parce que moi, à la fois mon expérience et autour de moi, il y a une certaine pression quand on soumet à une review de est-ce qu'on a vraiment fait une bonne review, est-ce qu'on ne va pas nous dire oh là là, c'est trop léger, ou est-ce qu'on va nous dire c'est pas trop complet. Mais c'est quoi à peu près, je sais pas, un ratio de, il y a dans combien de cas, par exemple, tu as des reviews qui sont vraiment faits à la va-vite c'est quelque chose qui arrive dans 10%, 1% ou en... Très honnêtement, je ne suis pas forcément capable de donner comme ça un chiffre, mais il arrive de plus en plus souvent qu'on ait besoin de 3 rapports de reviewers pour en avoir 2 de bien. Pour en avoir 2 bien. Ouais. C'est assez fréquent, ça m'arrive plusieurs fois par semaine de lire des rapports qui servent à rien. Enfin, je veux dire, il y a 2 lignes, c'est pas du tout... l'auteur ne peut rien faire avec ça, ne peut pas améliorer son article et les éditeurs en chef, ça les aide pas du tout à prendre une décision, à se faire un avis juste sur l'article. Voilà. Très bien. Donc ils renvoient leur rapport. En fonction de ça, l'éditeur associé dit oui ou non, je valide cet article. Oui. Là, ça te revient. Oui. Imaginons qu'il dit il faut faire ces corrections. Oui. Il est renvoyé aux auteurs. Alors, avant, il faut d'abord que... donc moi, je fasse la synthèse de ce qui a été dit par les reviewers et par l'éditeur associé et que mes éditeurs en chef regardent aussi. D'accord, ça repasse par eux. Voilà, ça repasse par eux déjà pour voir si le processus s'est fait correctement, enfin si les critiques qui sont faites leur paraissent justifiées, pertinentes. C'est un petit peu une vérification du travail, enfin l'assurance qualité du travail de peer review qui se fait à ce moment-là. C'est vrai que les éditeurs associés, ce sont des bénévoles qui n'ont pas toujours le temps. Donc la vraie certification du peer review, elle se fait par eux, mais elle est aussi faite par les éditeurs en chef. C'est un peu ce qu'on apporte, nous, vraiment, notre valeur ajoutée de revues scientifiques sérieuses, c'est la qualité du peer review.
Voilà, il y a vraiment des gens qui s'assurent que ce travail a été fait correctement. Très bien. Voilà. Donc là, ça te revient. Oui. Tu redemandes des corrections, enfin tu renvoies à l'éditeur associé pour demander des corrections, des choses comme ça. Moi, j'en rajoute aussi des corrections. Alors toi aussi, Voilà. Alors, est-ce que tu rajoutes des corrections? Voilà. Deux formes. Deux formes, d'accord. Ouais. Bon, cette personne, imaginons, l'équipe de chercheurs fait le travail, le resoumet avec toutes les bonnes corrections, et donc là, on va dire que le papier, il est accepté. Oui. À partir de là, c'est quoi la suite alors? Alors, à partir de là, donc c'est là où il y a un petit peu une boîte noire, même pour nous, hein, parce qu'on travaille en fait, on confie tout ce qui se passe après l'acceptation à une maison d'édition. INRAE a un contrat avec une maison d'édition. On est 4 revues actuellement à avoir un contrat avec cette maison d'édition pour 5 ans. Donc c'est Springer Nature depuis plusieurs années. Et donc c'est cette maison d'édition qui va se charger de transformer cet article accepté en un article publié. Donc notamment la mise en page, je suppose. Voilà, il y a la mise en page, mais et c'est là où il y a toute une discussion sur quelle est la valeur ajoutée des maisons d'édition, parce que ils font, c'est pas eux qui font l'évaluation, mais ils font quand même des choses, notamment tout ce qui est la vérification des références bibliographiques. Oui. Bon, la mise en forme, certes, c'est une chose, mais ils font aussi surtout la diffusion sur les plateformes. Ils s'assurent de l'indexation dans les bases de données, comme le Web of Science, mais pas que, il y a beaucoup de bases de données différentes. Donc en fait, ils sont vraiment responsables de la diffusion de l'article et du fait qu'ensuite cet article va pouvoir être trouvé via des recherches Google Scholar ou Web of Science. Voilà. C'est vraiment leur partie du travail, c'est la partie importante. D'accord. Donc, ok, donc c'est ça les étapes, et bon, après, l'article, il vit sa vie. Très bien. Il vit sa vie, mais j'interviens encore sur la dernière étape, qui est la valorisation de l'article. Alors, les chercheurs valorisent leur article, communiquent sur leur article, mais moi, j'apporte aussi une contribution à cette valorisation, parce que depuis quelques années, depuis maintenant, je crois, depuis 2013, on a créé un blog pour la revue. Et sur ce blog, en fait, on demande aux auteurs d'écrire 3-4 phrases sur leur article avec vraiment le message essentiel et quelque chose de vulgarisé pour que ça soit accessible à un plus large public, et une photo. Voilà, pour pouvoir communiquer donc sur ces articles, pour pouvoir le relayer aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose que je fais moi aussi. J'allais demander, parce que je le vois de plus en plus souvent, notamment via Twitter, où il y a la communauté scientifique diffuse de plus en plus des articles, tout ça. Donc maintenant, ça fait partie vraiment des activités. Les éditeurs le font aussi, alors. Oui. D'accord. Alors, tous les éditeurs ne le font pas parce que ça prend du temps, forcément. Nous, on demande aux auteurs de faire une partie du travail, c'est-à-dire en fournissant déjà... en nous fournissant un petit texte vulgarisé, mais ils ont des fois beaucoup de mal à faire ça. Ils ont beaucoup de mal à sortir du jargon scientifique et ils ont tendance à faire un petit peu un copier-coller de leur abstract. Oui. Et en fait, il faut toujours retravailler ce petit texte avant de le publier sur le blog. Et généralement, donc moi, je fais déjà des corrections, je simplifie, j'essaye d'enlever le jargon, de faire des phrases plus courtes et plus... percutantes. Plus compréhensible par un public plus large. Et puis j'ai un des 3 éditeurs en chef qui relie derrière ce que j'ai fait pour vérifier qu'il n'y a pas de contresens et qui apporte des améliorations supplémentaires. Donc ça demande quand même du temps. Oui, puis c'est une compétence aussi assez différente, cette compétence de vulgarisation. Oui. Parce qu'il faut, je suppose que pour bien vulgariser un texte, il faut comprendre l'aspect technique, il faut comprendre le jargon, quoi. Moi, quand j'ai été recrutée sur ce poste, dans le profil de poste, il fallait avoir un bagage en agronomie. D'accord. Voilà. Moi, je suis ingénieure agro de formation, donc ça ne me pose pas de problème. Je ne suis pas experte, après, je n'ai pas les compétences qu'un chercheur aurait dans ce domaine-là. Par contre, je suis capable de comprendre de quoi parle l'article. Très bien. J'avais une question, parce que les journaux, j'en ai identifié, on va dire, 2 grands types. Les journaux où
c'est gratuit pour les chercheurs de publier leurs articles, mais c'est les lecteurs qui vont payer, et les journaux où c'est l'inverse, c'est-à-dire que le chercheur paye pour la publication, mais après il est en libre accès. Le journal dont tu t'occupes, il est dans lequel des deux? Alors, mon journal, il est plutôt de la première catégorie, mais maintenant les choses sont un petit peu en train d'évoluer, c'est-à-dire c'est le modèle effectivement lecteur-payeur, mais depuis quelques années, c'est un modèle hybride. C'est-à-dire que le publisher, pour nous, Springer Nature, propose une option, propose aux auteurs de payer pour que leur article soit en libre accès pour les lecteurs. Ce qui fait qu'au sein d'une revue sous abonnement, on peut avoir des articles pour lesquels les auteurs ont quand même payé pour qu'ils soient en libre accès. Ça, c'est le modèle hybride. Voilà. De même, il y a quelque chose qui émerge de plus en plus maintenant, c'est que les chercheurs vont publier une version préliminaire enfin non mise en page, tout ça, de leurs articles sur des serveurs ouverts, on appelle ça, on va dire, les préprints, mais ça, les journaux, ils les acceptent plus ou moins. Il y a une politique particulière dans ton cas? Alors, en fait, les préprints sont maintenant, les publishers s'intéressent de très près aux préprints. Enfin, c'est vraiment une ressource hyper intéressante de diffusion, qui permet de diffuser la science vraiment très rapidement. Et maintenant, les revues scientifiques, c'est très rare les revues scientifiques qui n'acceptent pas de prendre en considération les articles qui ont été déposés avant sur les serveurs de préprint. D'accord. De plus en plus, il y a une association internationale qui s'appelle ASAP Bio, qui en fait est une organisation qui a pour objectif de promouvoir en fait les préprints. Et cette association a beaucoup établi des accords avec les différents publishers justement pour essayer de faire changer les pratiques par rapport aux préprints et d'encourager justement les revues à accepter les préprints, à prendre en compte les articles qui auraient été déposés sous forme de préprint. Au point qu'il y a beaucoup maintenant de maisons d'édition, de publishers qui développent leur propre système de serveurs de préprint et leur propre... voilà, ils ont bien compris qu'il y avait... que c'était intéressant et donc ils cherchent à développer des services autour de ces préprints. Dans la même lignée, en plus de diffuser plus largement les articles à la communauté, il y a aussi quelque chose qui devient de plus en plus important, voire obligatoire, c'est de diffuser aussi tout ce qui va être les données associées, à la fois les données brutes, les analyses, les scripts, tout ça. Est-ce que vous avez une façon de le gérer? Est-ce que c'est par exemple, vous le réclamez obligatoirement pour accepter un papier? Ou est-ce que c'est juste conseillé? Ou est-ce que vous n'en parlez pas encore? Alors nous, on incite les auteurs à ajouter une phrase dans leur article qui va dire comment obtenir les données. D'accord. Les données peuvent être obtenues soit sur un entrepôt sur lequel elles auront été déposées, si les données peuvent être diffusables facilement, mais sinon elles peuvent être demandées à l'auteur. Voilà, donc juste d'indiquer comment on peut obtenir les données. Nous, c'est la façon dont on procède pour la revue, parce qu'on a un certain nombre d'articles pour lesquels les données, ce sont des enquêtes, des interviews, et donc on a des données qui sont sensibles, et voilà, pour le moment, on ne veut pas imposer aux auteurs. On les encourage par contre fortement, c'est-à-dire qu'un auteur qui va par exemple nous soumettre un jeu de données en supplémentaire immatériel, on va l'encourager plutôt à le déposer sur une archive, un entrepôt de données. Voilà, où voilà, dans nos instructions aux auteurs, clairement on encourage les auteurs à le faire, mais il n'y a pas d'obligation. Il y a différents niveaux, il y a 4 niveaux chez notre maison d'édition Springer Nature, il y a 4 niveaux de politique par rapport aux données. Et donc nous, on ne correspond pas au niveau le plus strict, mais on n'en est pas loin, quoi, voilà. D'accord, très bien. Donc il existe en fait, on va dire, des critères reconnus et partagés entre éditeurs sur ce niveau de critères d'exigence. Après, chaque éditeur a sa propre échelle, voilà, mais en tout cas, c'est très clair pour les auteurs de savoir quelle est la politique d'une revue par rapport aux données. Très bien. Tu avais aussi évoqué dans nos conversations la notion que je ne connais pas, qui était le Green Open Access. Ça recouvre quoi? Alors, l'Open Access, effectivement, on lui donne des couleurs.
D'accord. Alors, le vert, le doré, le diamant aussi. Enfin, il y a aussi une notion de pierre précieuse. Voilà. D'accord. Donc, alors, le vert, c'est tout ce qui est l'archivage dans des entrepôts, dans des archives ouvertes, dans des entrepôts institutionnels. D'accord. Et donc, un auteur qui, par exemple, va archiver la version acceptée de son article, acceptée, c'est-à-dire non mise en forme par la maison d'édition, mais après peer review. Vraiment D'accord. la version, Le fond texte est identique, voilà. la forme n'est pas la forme finale. Voilà, exactement. Et ben, le fait d'archiver, de déposer ce texte-là, cette version-là de document sur une archive institutionnelle ou son serveur personnel, ça s'appelle le Green Open Access, la voie verte. D'accord. Et c'est une façon d'être en conformité avec le fameux plan S qui demande donc aux auteurs de mettre leur travail à disposition en libre accès, le résultat de leur recherche. D'accord. Et un diamant open access, ce serait quoi? Alors, l'Open Access Diamant, ce sont donc on a parlé des revues auteurs-payeurs, Ouais. des revues lecteurs-payeurs. Ben, il y a des revues où personne ne paye. Alors, c'est pas vrai, personne ne paye pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Je suppose que c'est plutôt des institutions ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. C'est transparent pour les auteurs et les lecteurs. À INRAE, on a 2 revues comme ça. C'est l'institution qui supporte le coût du travail éditorial. Le travail de mise en forme des articles est fait par 2 chercheurs INRAE. D'accord. La revue est hébergée sur une plateforme de l'Université de Bordeaux. Donc voilà, je crois qu'il y a quand même un coût d'hébergement, mais ce coût est absorbé par les institutions. D'accord. Donc on appelle ça une revue Open Access Diamant. D'accord, c'est le maximum, on va dire. Voilà. Et est-ce qu'il y a plus bas que Green, ou une fois qu'on est en dessous de Green, on passe à non-open access? Oui, voilà. Après, c'est complètement fermé. Il y a encore des revues qui n'acceptent pas que les auteurs archivent la version acceptée des articles. En fait, il y a une association qui permet qui édite une base de données qui s'appelle Sherpa Romeo, dans laquelle on peut vérifier comme ça quelle est la politique de chaque revue, est-ce qu'il autorise le green, quelle est sa politique par rapport au préprint aussi. Oui, c'est vachement bien ça. C'est très utile parce que moi je sais que par exemple dans ma démarche personnelle, je publie que dans des journaux qui sont gratuits pour les lecteurs jusqu'à maintenant, et en effet parfois c'est pas évident de trouver l'information de façon très facile. Oui. Très bien, merci pour toutes ces explications. J'aimerais maintenant te poser des questions plus personnelles directement, et donc je pose toujours un peu les mêmes questions. Et donc la première, c'est toujours, est-ce que tu as quelque chose qui te rend particulièrement fier dans tout le travail que tu as fait? En fait, quand je regarde mon parcours et que je me souviens de quand j'étais au lycée, par exemple, que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, que j'aimais les sciences, mais que j'aimais aussi les matières littéraires, finalement, je me dis que j'ai réussi à trouver une activité qui est vraiment en lien avec la science, mais qui a aussi ce côté littéraire. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment une source de satisfaction pour moi, parce que je trouve que j'ai été cohérente en fait finalement dans mon parcours, dans mes choix, et voilà. Et je fais quelque chose qui me plaît et qui correspond aux choses que j'aime faire. D'accord. Oui, super. Et alors, le pendant un peu plus négatif, c'est est-ce que par exemple dans ta carrière, tu as rencontré un moment particulièrement difficile, où il y a quelque chose que tu ne referais pas du tout de la même façon, quelque chose que tu voudrais partager aussi? Alors, j'ai eu une expérience, on va dire, que j'ai dû abandonner parce que c'était pas pour moi. Je me suis lancée à un moment donné, j'ai créé une activité indépendante de recherche et synthèse d'informations scientifiques. En fait, un peu par la force, enfin pas par la force des choses, mais disons par ma situation personnelle a fait que j'ai déménagé, j'ai voulu continuer à travailler pour les gens avec qui je travaillais. Ils m'ont dit, si tu te mets à ton compte, on continuera à te donner du travail. À ce moment-là, je faisais
je recherchais des informations dans les bases de données scientifiques, puis je synthétisais, je lisais les publications, je synthétisais les informations. Et j'aimais vraiment faire ça. Et donc, je me suis dit, ok, j'essaye, je me lance, je crée une micro-entreprise, voilà. Sauf que quand on crée une micro-entreprise, il y a un travail de marketing, voilà, il faut un petit peu... Il faut se vendre. Voilà, si on veut que l'activité perdure, voilà, il faut un petit peu savoir se vendre et c'était pas trop mon truc, voilà. Donc j'ai fait ça 3 ans quand même, mais surtout l'incertitude, ça m'a permis de me rendre compte que le travail salarié est très confortable. Oui. Voilà, et gérer l'incertitude des rentrées financières et la planification du travail quand on n'a pas de visibilité à plusieurs mois. La recherche des clients, tout ça. Voilà, j'arrivais pas du tout à gérer ça. Enfin, c'est pas du tout une situation qui me convenait, malgré toute la liberté que ça peut donner. Voilà, donc c'est toujours un peu un échec quand on crée quelque chose puis qu'on se dit, voilà, je l'abandonne. Mais bon, avec le recul, c'était une expérience intéressante, mais voilà, c'était pas pour moi. D'accord, bah oui, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Et aussi, est-ce que tu pourrais nous parler d'une lecture qui t'a plu, une série, un film, quelque chose que tu as envie de partager avec nous Alors, ça va être ancien. Bah, pas de problème, ouais. Parce que c'est vrai que j'ai des films qui m'ont marqué, que j'ai vus il y a longtemps en arrière. Et en particulier, je pense à une trilogie qui était sortie dans les années 2000 d'un réalisateur belge qui s'appelle Lucas Belvaux. C'était une trilogie qui s'appelait 3 films, Un couple épatant, Cavale, Après la vie. Et en fait, c'est la même histoire, c'est le même espace-temps, c'est le même lieu, c'est les mêmes protagonistes, mais chaque film adopte un point de vue différent. Et en fait, les personnages principaux dans un film deviennent les personnages secondaires dans le film suivant. Et il y a des scènes communes où on voit la scène à chaque fois d'un point de vue différent. Et c'est super, intéressant. Et j'ai jamais retrouvé ça ailleurs. Enfin, j'ai jamais eu d'autres comme ça. C'est vrai, parce que moi je regarde beaucoup de films et j'ai jamais entendu parler de ça et ni vu quelque chose de comparable. Bah, c'est hyper intéressant si tu as l'occasion de voir ça. Ouais, je pense, merci. Et enfin, pour terminer, si quelqu'un veut te contacter suite à cette vidéo pour te poser des questions sur ton journal, ton activité, c'est quoi la meilleure façon ? Alors, par mail, tout simplement, avec le mail institutionnel, marjolaine.amelin@inrae.fr. Okay. Et j'ai aussi un compte Twitter. Voilà. Je pourrais le rajouter. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.